j'arrive d'Europe, j'arrive de France, parce que j'allais à un spectacle, justement, de la scène noise, mais de la scène noise entre la Thaïlande, la France et le Québec, Montréal, finalement. Expliquez-moi un peu le noise. Le noise, bien, vous connaissez l'idée du bruit en musique, les murs de son et tout ça. Les gens qui font du noise, souvent, ont que des outils, c'est-à-dire des pédales de son, ceux qui connaissent peut-être les Euroracks, ça vous dit quelque chose? Alors, c'est du son, mais fait avec de la distorsion, essentiellement. Dans le cas, par exemple, de mon chum avec qui on pratique un peu ce genre de musique-là, moi, j'ai un thérémine, mais lui, il met des chaînes et des perceuses pour faire ses bruits. Alors, c'est ça. Ça vient directement, d'ailleurs, du début du 20e siècle avec l'art du bruit de Russolo. Fait qu'on était dans cette scène-là, qui se tenait, évidemment, c'était organisé, auto-organisé, indépendant, par des artistes qui avaient un ami qui s'avère être, imaginez-vous donc, qui s'avère être quelqu'un un peu là, dans la noblesse française, donc une espèce de gros établissement à Neuilly-sur-Seine. Je ne pensais pas qu'il se passait des choses comme ça à Neuilly-sur-Seine. Donc, voilà. Fait que c'est une scène comme ça qu'on suit beaucoup, puis à laquelle ont contribué des gens, justement, autour de Fluxus, Cage, puis tout ça influence ce genre de personnes-là. Fait que c'est le genre... J'avais pas pensé que c'était pour ça que Jacques me sollicitait. J'oublie tout le temps ces affaires-là. C'est comme c'est tellement normal, là, en tout cas. Bon, voilà. Fait que, donc, et je donne aussi, ça, c'est-tu pour faire avancer? J'ai-tu comme un peu, c'est les petites flèches ici? OK. Je donne aussi un cours qui s'appelle Cyberculture, médias et technologies, dans lequel j'aborde la notion de sous-culture, la notion de globalisation des cultures aussi. Donc, dans la petite présentation d'aujourd'hui, il y a des notions que je donne dans ce cours-là. Là, je l'ai mis vraiment de façon très, je dirais, un peu, tout à l'heure, je parlais avec Joël, un peu plus comme une chronique, si on veut, que je ferais, parce qu'à une certaine époque, j'ai fait beaucoup de chroniques. Ceux qui connaissent mon nom me connaissent peut-être de Radio-Canada, où j'ai souvent intervenu. Je vous ai mis un peu mes intérêts ici. Ça, c'est un petit collage que j'ai fait. Je fais du collage qu'on appelle analogique, qui fait partie de cette culture-là aussi. Détourner des images pour leur faire dire d'autres choses, c'est l'international situationniste, mais ça a aussi inspiré beaucoup le mouvement punk. Ça, c'est quand je me suis mis à décider que j'allais écrire de la fiction. J'en ai publié plusieurs. Puis là, je me dis, maintenant que j'ai fini ma thèse, je pourrais peut-être recommencer à vous distraire avec mes fictions. Et ça, c'est le manifeste, justement, de Fluxus, sur lequel j'ai fait mon mémoire de maîtrise. Par ailleurs, Jacques, quand tu as commencé à publier sur Creative Mornings, il y a des gens qui sont allés lire et qui m'ont écrit, qui ont recommencé à lire mon mémoire que je suis en train de rééditer parce que ça a l'air qu'il y a une demande. Le mémoire a même été affiché dans l'exposition sur Yoko Ono au DHS ou au Centre Phi, je ne sais plus. Moi, je ne savais même pas. Ils n'ont pas pris la peine de m'en parler, mais en fait, c'était là. Donc, je viens de la ville de Québec, pour ceux qui se le demandent. On peut être punk même à Québec, ça a l'air. D'origine italienne, alors, et d'origine par mon père, puis ukrainienne par ma mère, pour ceux qui se demandent comment on peut être italienne en ayant les cheveux roux, c'est ça. Alors, j'ai étudié en art visuel au cégep, en littérature française, puis en histoire de l'art, et en pédagogie à l'Université Laval. Et ensuite, j'ai travaillé dans des musées, puis j'ai fait justement mon mémoire sur Fluxus. J'avais la chance de travailler à ce moment-là au Musée des Beaux-Arts du Canada, où une conservatrice, Josée Brisebois, me laissait accès à toute la collection de Fluxus. Je pouvais voir les films. Le midi, on allait ensemble jouer avec on va se mettre des gants, puis on va sortir les objets. Fait que ça a été vraiment une chance inouïe. Fait que j'ai donc fait ça. Puis ensuite, j'ai commencé à enseigner à l'UQAM. Comment on commence à enseigner à l'UQAM? Il y a un prof qui tombe malade, puis il y a quelqu'un qui t'a vu dans une conférence, puis qui t'appelle en disant « Est-ce que ça te tente de donner un cours en stratégie de production culturelle? » Parce que la prof n'est pas disponible. C'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. Puis, quelques années plus tard, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour étudier puis faire d'autres choses, j'ai commencé un doctorat. Ça a pris du temps parce que, qu'est-ce que vous voulez, j'avais beaucoup de contrats en même temps, mais j'ai fait un doctorat que j'ai déposé, qui a été accepté en 2023, qui était en fait un robot conversationnel. On appelle ça une recherche-création médiatique à partir de toutes mes données. Parce qu'imaginez-vous donc que je blogue, le do-it-yourself, je connais ça, je blogue depuis 2002. J'aime maintenant dire à mes étudiants que mon blog est plus vieux qu'eux. Fait que... Je l'ai toujours transféré d'une plateforme à l'autre. Je l'ai auto-hébergé. Maintenant, il est hébergé par un petit hébergeur. Mais bref, j'ai toujours fait ça. Et c'est ça. Je fais du collage, de la lithographie. J'en ai mis quelque part, mais pas là-dedans. Je bidouille sur un thérémine dans mon bureau quand mon chat décide de me laisser faire. Puis bref, les gens diraient que je suis éparpillée, mais j'ai l'impression... Pour ceux qui commencent à le remarquer, que j'ai un peu l'attention, je suis un peu hyperactive, que c'est ce qui me garde focusée, de faire beaucoup de choses en même temps. C'est ce qui me permet, moi, de continuer à évoluer et à rester en action.
Et quand on parle de sous-culture et de cyberculture, quand je donne ce cours-là, je commence toujours par parler de ce qu'est une sous-culture. Parce qu'on entend souvent ce nom-là, on entend parler de la culture, on entend parler des sous-cultures, les cultures. Hein? Donc, on se pose souvent ces questions-là. Bien, sous l'idée, hein, c'est pas comme en dessous, comme inférieur, mais c'est qui, hein, rhizome, si on veut, de cultures qui sont un peu plus mainstream. Par exemple, on va dire qu'ils sont plutôt comme dans subordonnées, subalternes ou encore souterraines. Ça, c'est dans Bell, je vous ai mis la référence, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la question des sous-cultures et des cybercultures. Et ce sont des fois des cultures qui sont exclues, hein, opprimées, on pourrait même dire underground. C'est pour ça que j'ai mis ici, hein, vous savez d'où émane la culture punk. Hein? On parle justement en Angleterre principalement, hein, après la Deuxième Guerre. C'est pour ça que Jacques disait les années 50, parce que c'est après la Deuxième Guerre mondiale, des jeunes qui se sentaient exclus de la société, qu'on avait habillés, hein, dans du seconde main tout le temps, puis qui ont fait, bien, on va en faire notre marque de commerce. Hein. On va mettre des épingles à couche partout pour faire tenir nos vêtements. Puis la veste de cuir devenait comme un peu une armure urbaine, hein, une façon de se présenter. D'ailleurs, dans les fameuses cultures que je fréquente, on les appelle des fois ils les appellent des fois mon Dieu, je cherche le mot en anglais, mais des vestes de combat. Alors, hein, les gens vont avoir des vestes de jeans avec toutes les identifications qu'ils souhaitent. Alors, s'ils sont véganes, ils ont une patch végane. S'ils sont de tel groupe. Et ça, c'est ta veste pour montrer qui tu es. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui avec mon petit manteau de cuir orange, mais mon manteau de cuir noir a ça. Je mets toutes mes affaires, genre le mouvement pour les femmes autochtones disparues, la petite robe rouge, etc. Et c'est une façon, d'ailleurs, quand j'ai fait Tout le monde en parle, le monde l'avait remarqué, j'avais mis l'Ukraine, les femmes autochtones et puis tous les mouvements qui me tenaient à cœur. Puis je me disais, même quand je porte un veston, je le fais parce que je me dis, je veux que vous sachiez ce qui m'importe. Hein? Où est-ce que je loge politiquement? Vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Donc, ces groupes-là aussi ont à faire ce qu'on appelle un travail culturel qui s'oppose à la culture mainstream parce que pour se situer comme sous-culture, on doit, hein, dans la culture, avoir une production, produire justement que ce soit notre veste de combat, que ce soit des dessins, que ce soit des zines, il faut produire quelque chose. Puis dans certains cas, on va même avoir nos propres médias. Hein, on va développer nos médias qui nous représentent, qui parlent des questions qui nous intéressent. Fait que c'est un peu, quand on parle de la culture punk, tout, hein, s'aligne avec ça. Et c'est pas seulement la culture musicale. La culture musicale, c'est un aspect. Hier, je réécoutais mes favoris. Je pensais mettre mon gilet de Suzy and the Banshees aujourd'hui, mais finalement, il était un peu scrap après quelques années. Fait que j'ai dû peut-être en mettre un plus propre. Donc, on voit quand même, hein, qu'il y a toute cette auto-détermination-là qui est là dans ces cultures-là, d'être vu pour ce qu'on est. Alors, est-ce que c'est juste du bruit, finalement? Parce que je vous parlais tout à l'heure du son, hein, du bruit, du fait d'être punk politiquement, c'est-à-dire de dire, moi, hein, je vais être antisexiste, je vais contester, hein, les courants, les mainstream. Bien, j'ai mis le New Future ici, avec justement là, nos Sex Pistols et Johnny Rotten. Puis on a ici le Travel Piece de Yoko Ono. Parce que tu parlais tout à l'heure, justement, je suis retournée voir, puis j'ai dit, c'est vrai que, hein, regardez comment, dans cette espèce de zénitude-là qu'il y avait dans ce que Yoko Ono faisait comme production, il y a quelque chose qui s'oppose à la vitesse, au capitalisme, à la culture finalement qui nous est proposée de façon mainstream. D'ailleurs, le Travel Piece, j'en ai fait avec mon conjoint un jeu vidéo. J'ai pris 4 petites indépendants, bien sûr, sans subvention. On n'est pas qu'on ne l'est pas. Alors, on a écrit un article pour une revue scientifique, puis on a fait le jeu des 4 events de Yoko Ono, dont Travel Piece. Alors, c'est fait une clé, hein, trouve une serrure qui fait avec la clé, puis si tu la trouves, brûle la maison autour qui est attachée à cette clé-là. Hein, c'était l'idée le refus. On l'a fait, alors vous vous promenez dans des petites rues avec des maisons qui ressemblent un peu au nord de l'Allemagne, puis tout ça, parce que j'avais interviewé un moment donné Emmett Williams qui m'avait raconté que quand il vivait en Allemagne, il vivait près de chez Yoko Ono avec son conjoint de l'époque, puis qu'ils se réunissaient sur un petit pont où il y avait des petites maisons justement comme ça pour discuter puis prendre l'apéro. Fait que ça m'a inspiré ce jeu-là. Vous pourrez aller voir, il est sur itch.io, en tout cas c'est sur mon site aussi. Donc, qu'est-ce qu'on veut quand on est dans cet esprit-là? Bien, c'est la contestation politique furieuse, hein, à quelque part, contre une société institutionnalisée
qui ne donne pas le pouvoir au peuple. Puis d'ailleurs, il y avait 2 scènes. Hein. La scène aux États-Unis n'était pas une scène de mur de bruit, c'était plus une scène de chansons, hein, plus contestataires, etc., où est-ce qu'on parlait de « power to the people », etc., avec Patti Smith, etc. Donc, on avait cette idée-là. Donc, c'est être l'os dans la moulinette. Hein. C'est être la petite affaire là, qui fait que pendant que vous essayez d'aller vite puis de tourner, bien, nous autres, on vous ralentit un peu puis on vous dit « Hey, prendons le temps de réfléchir. » Et si jamais ça vous intéresse, hein, ça, c'est tiré de Grapefruit, un petit livre de Yoko Ono, c'est plein d'événements. C'est comme si c'était des petits modes d'emploi qu'on pourrait faire, mais dans le fond, c'est pas faisable. Hein? Fait que c'est un peu ça. Fait que quand on le fait en jeu vidéo, ça donne un petit jeu frustrant parce que vous réussirez jamais. Ça, c'est moi faire des jeux qui marchent pas. Voilà. Les valeurs politiques, et là, j'ai fait exprès, qui sont associées à la culture punk, sérieusement, hein, de la récupération, là, le détournement va des 2 sens, parce que quand on vous vend un gilet punk 2000 $, je pense qu'on a peut-être manqué un petit peu à c'était quoi l'esprit de base. Alors, quand on parle de détournement, la mode punk hyper commerciale en est un bon exemple. La culture punk, dans sa fonction politique, bien, ça s'érige contre les fondamentaux du capitalisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, hein, on le sent encore. Tu sais, même quand je vois des mouvements comme Extinction Rebellion, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cet esprit-là, ou encore les jeunes qui lançaient de la soupe sur des œuvres. Vous vous rappelez de ça contre justement pour nous? Oh mon Dieu, je ne l'ai pas vu, toi. Qu'est-ce que je faisais? Je devais être en train de cuver mon décalage horaire. Ben oui, mais tout à fait. Puis moi, c'est bizarre parce que pourtant, je suis historienne de l'art et les gens sont super choqués. Puis moi, ça ne me choque pas tant que ça parce que je sais que, un, soit ces œuvres-là sont protégées, et 2, il y a des gens qui sont bien rémunérés dans les musées pour juste aller toutes les nettoyer avec des... Ils vont passer 3 jours là-dessus, là, puis ils vont remettre ça bien comme il faut. Mais ça nous dit quelque chose. Hein? Savez-vous l'argent qui est investi dans un musée pour tempérer chaque pièce pour que ça soit idéal pour conserver les œuvres? Pensez-y, là, pensez maintenant aux gens en CHSLD qui n'ont pas d'air climatisé, là, puis vous allez faire, oh monsieur, hein, Picasso, hein, ça fait du mal un petit peu. D'ailleurs, anecdote, Picasso, quand Les Femmes d'Alger a été mis à l'enchère, ça a été la toile qui s'est vendue le plus cher dans les dernières années. Ça s'est fait il y a 3 ou 4 ans, c'était pré-pandémie, non, 5 ans à peu près. Et Les Femmes d'Alger, 29 millions à l'enchère. Et il y avait là Fran Lebowitz qui avait regardé l'enchère et a dit, « Vous savez quoi, quand ils ont présenté cette toile-là qui était disparue, personne n'a applaudi. Mais quand on a entendu 29 millions, tout le monde s'est levé puis on applaudi. Il a dit, « You know what? They applauded the money, not the art. » Et c'est comme... Ça me fait penser à ça quand je vois nos jeunes dans les musées. Là, moi, en tout cas, peut-être qu'on réussit à semer cette petite graine-là un peu, de faire réfléchir. J'aimerais ça des fois qu'on me pose cette question-là sur ce genre d'œuvre-là parce que c'est ce que j'aurais envie de leur dire. Ces salles-là sont climatisées à haut coût. Ça coûte plusieurs millions de dollars par année. Puis il y a du monde qui meurt présentement au Québec parce qu'ils n'ont pas justement de climatisation. Hein. Excusez-moi. Tu dis qu'on devrait mettre des Picasso dans les CHSLD. Je pense que tu as bien compris, Jacques. Merci de préciser. Non, mais je pense que sérieusement, c'est à se poser comme question. L'apparition du punk. Regardez-moi ce beau monde-là. Et ça, lui, est-ce que vous le connaissez, ce petit monsieur-là ici? C'est Malcolm McLaren. Alors, hein, même quand on est punk, il y a quelqu'un qui formate notre image. Quand vous allez à Londres, hein, il y a encore des boutiques qui ont été créées à cette époque-là, hein, comme Time of the World, je pense, qui est la boutique de... Juste parce que je veux vous le dire, j'oublie, mais qui était une amie de Malcolm McLaren, Là, excusez-moi, je suis le décalage horaire, je vais vous retrouver le nom tantôt. Donc, le mot punk est issu de l'argot de prison. Hein, ça voulait dire un voyou, un punk. Puis ça a été utilisé la première fois au début des années 70, mais vous savez, quand on parle d'une culture, souvent, on remonte après, puis on voit ça. Puis le terme s'est répandu en Grande-Bretagne avec les Sex Pistols, et leur look était formaté par Malcolm McLaren pour promouvoir son magasin londonien Sex. Et là, petite affaire, hein? Les robots conversationnels ne sont pas punk. Parce que mettez tous ces mots-là dans ChatGPT, il va refuser parce que ça fait péter ses filtres. Il ne voudra pas vous parler de ça parce que Sex Pistols, il est comme, vous m'excuserez, mais non, madame. Voilà pourquoi on doit être autoportant. La boutique vendait, je l'ai testé, hein, figurez-vous donc, pour vous en parler, j'ai testé dans Grok, dans ChatGPT. Je disais, parle-moi de Malcolm McLaren, la boutique Sex et son rapport avec les Sex Pistols. Je me suis fait dire à chaque fois, non.
Ou, tu sais, il te le dit poliment, il est comme, je ne crois pas que cette tête-là, je suis comme, oh, OK, mon Dieu, le beau monde dans lequel on s'en va. Alors, en 1975, le punk est venu, puis là, c'est une date hein, qu'on a fixée, à décrire la scène rock minimaliste littéraire qui était basée autour du, vous vous rappelez, vous avez sûrement entendu parler du CBGB, le club new-yorkais, où se produisait entre autres Patti Smith, le Patti Smith Group and Television. Les Ramones s'y produisent aussi, d'ailleurs, parce que genre, aujourd'hui, je disais ça, j'arrêtais pas d'avoir Blitzkrieg Pop dans la tête depuis hier. Un autre mot sûrement qui passe pas dans le chat GPT. Donc, les Ramones s'y produisaient aussi également. Puis leur premier album éponyme en 1976, c'est devenu le son qu'on associait à cette scène-là, c'est-à-dire le son de white noise, hein, puis de la batterie comme texture, puis les voix qui portaient des slogans hostiles, hein, parce que c'était des voix discordantes. D'ailleurs, quand je pensais, même quand des années plus tard est arrivé quelqu'un comme Courtney Love avec Hole, il y avait beaucoup de cet esprit-là, hein, où est-ce que les textes font mal et la voix est écorchée à quelque part. Fait qu'on n'essaye pas de plaire. Le web des débuts, parce que vous savez que j'enseigne sur le web, je suis en train de péter mon temps, mais comme il faut, hein, OK. Le web des débuts, ben, c'est un web qui était un peu punk, hein, parce que c'était justement l'idée de la gratuité, des valeurs démocratiques, puis du partage. Hein, donc, on avait pensé au Free Software Movement. Vous savez ce qu'est le Free Software Movement? Hein, le mouvement, justement, des logiciels gratuits. C'était vraiment encadré par des règles très sévères. Hein, Richard Stallman, qui avait tout fait un code de comment utiliser un logiciel. Et plutôt que de revendre un logiciel que vous faites, vous devez seulement facturer le temps que vous mettez pour aider les gens. L'idée du code source libre, alors l'open source, hein, quand on parle d'IA, je vous referai remarquer qu'il y en a très peu hein, qui sont encore en code source libre présentement. Moi, j'ai utilisé GPT-2 qui était à ce moment-là distribué sur GitHub de façon libre. Maintenant, GPT 4.5, ça, c'est toutes ces solutions propriétaires. Il y a DeepSeek hein, qui est venu comme arriver dans ça en disant, bien, nous, on met ça en code source libre. Fait que quand vous voulez construire votre propre univers, bien, il n'y a plus beaucoup d'endroits où il y a du code source libre. Et vous remarquerez que des sites comme Facebook sont créés à partir de logiciels libres, hein, de code source libre, mais il les barre ensuite pour les rendre propriétaires. La question de la démocratie au début du web, ben, c'est parce que c'était géré par les utilisateurs. Hein, puis c'est pour ça que les communautés, hein, comme le Free Software Movement, que vous avez encore aujourd'hui, Framasoft, des entreprises, même DuckDuckGo, si vous voulez, d'autres navigateurs, souvent c'est géré par des communautés d'utilisateurs. Et c'est alimenté aussi par les utilisateurs, ce qu'on appelle le crowdsourcing. C'est un espace ouvert à tous. C'est la démocratie participative, ce qu'on n'a pas assez. Hein. On vous dit votez aux 4 ans, aux 5 ans, puis après ça, endurez-vous. Hein, si on prend le lait. Fait qu'on n'est plus tellement dans ça. On a la question du partage aussi. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent d'avoir utilisé ici LimeWire ou encore Napster? Hein, j'entends les petits coquins et les petites coquines rire, là. Hein? Ouais. Moi, j'ai fait du Napster en masse chez nous. J'ai un frère qui pirate à peu près tout. Il a fait des crypto-monnaies, toutes sortes d'affaires. Fait que souvent, on était un père maniaque d'ordinateur. Fait qu'on était pas mal occupés là-dessus. Donc, Napster, hein, qui permettait, par exemple, dans sa version originale, à quelqu'un de... Vous avez un index au départ qui était comme centralisé et ça permettait, vous voyez par exemple, Nina Hagen, New York. C'est la première affaire que j'ai piratée quand là-dessus, ça fait longtemps. Là, donc, je pouvais télécharger, ça prenait 20 minutes télécharger une pièce. Et ensuite, pour essayer d'échapper au démantèlement de Napster, on l'a fait décentraliser. Ça nous fait penser à quoi quand on parle de décentraliser? Une partie sur chaque ordinateur en réseau. Pardon? Les neurones et les cryptos aussi maintenant, hein, avec la blockchain, c'est décentralisé. Tous les modèles sont décentralisés. Hein, c'est des modèles qui se relient comme ça, justement, entre eux. Il n'y a pas un index central. Hein, faut qu'on passe, il faut qu'on mette en communion tout ce qui est là. Donc ça, c'était pour l'échange d'informations et de fichiers. Bien évidemment que beaucoup de ces choses-là ont été déclarées soit obsolètes ou illégales par la suite, parce que ça enlève de l'argent du monde. Bon. Excusez-moi, mon petit côté. Donc, Jacques me disait, qu'est-ce qui est punk, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je t'ai fait un exemple, là, j'ai mis ton disquaire indépendant, il est encore punk parce que hein, il faut qu'il assume une partie du risque, il ne fait pas partie d'une grosse chaîne, il essaie justement de faire ces choses. Et eux, ils ne sont pas punk pantoute. Non, pas vraiment. Spotify, c'est rendu à... D'ailleurs, vous remarquerez comment ils se font la guerre. Pour ceux qui se le demandent, Spotify hein, a toujours eu plus d'abonnés que Apple Music. Qu'est-ce qu'Apple faisait dans leur boutique Apple? Ils ne mettaient pas à jour aussi vite que le voulait Spotify, l'application, pour que votre application bug puis que vous vous sentiez obligé de vous repencher sur d'autres
mode. Fait que imaginez comment c'est fin. Je pensais aussi dans les personnes. Et tantôt, j'ai eu un éclair de génie. Mathieu Arsenault, l'auteur. Mathieu Arsenault qui... quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a fait des trucs en littérature. Mais Mathieu Arsenault a cette qualité-là où il est extrêmement rigoureux dans ce qu'il fait, mais il est tout à fait dans la culture punk. Il fabrique lui-même. Dernièrement, il y avait Le Monde de Calque. Vous savez, comme le Conseil des arts et lettres du Québec, mais c'était K-A-L-K. Puis il avait fait toute une espèce de jeu de rôle avec le calque. C'est genre comment vous êtes refusé, comment ça arrive. Puis là, nous autres, on se sont obligés, mon chum puis moi, de tout acheter ses affaires parce qu'on se dit, si on ne fait pas ça, Mathieu, il ne continuera pas. T'sais, fait qu'on a plein de choses qui appartiennent à Mathieu. Mais dernièrement, il a fait même un spectacle sur l'art du care. Vous savez, l'idée du care, de faire attention aux autres. Et il t'a passé la hache là-dedans, puis le couperait bien comme il faut pour montrer un peu la fausseté. Hein? C'est un peu comme on se disait tout à l'heure, nos salles climatisées, pendant qu'il y a du monde qui meurt ailleurs, bien, lui a fait le care, là. Il a mis un gros FY là-dessus, comme on dit. Voilà. Et la question du do-it-yourself, je vous parlais de quelqu'un justement qui s'organise seul, bien, c'est encore là dans la culture du zine. Vous savez ce que c'est les zines, hein? Les petits magazines qu'on fait à la main. Hein, on a-tu eu du fun avec ça? Moi, j'avais comme ça en dedans. Moi, je pense que j'avais 8 ans, puis je me faisais des petites mini-revues que je classais dans une mini-bibliothèque. J'ai pas trop changé là-dessus. Le zine des années 80, photocopié, distribué à la main, il y a encore des scènes dans ça. Hein. Le Salon du livre anarchiste à Montréal est beaucoup encore axé sur ça. Et il y a encore Exposine, etc., des mouvements où les gens... Mais c'est parce que ça se fait en personne. Hein, il faut que tu postes. Là, d'ailleurs, on est en train de relancer un mouvement postal avec des amis, tu sais, de collage, hein, prendre nos restes de collage puis envoyer à d'autres pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Bien, ça fait partie d'un réseautage qui est différent, si on veut. Puis le zine peut être parfois politique, engagé. Quand vous allez dans des salons d'usine, bien, vous allez justement trouver des personnes qui vont parler des spécificités ou de leur engagement politique. Hein. Ça peut être du côté LGBTQIA+, ça peut être du côté justement vegan versus carniste, etc. Vous allez trouver tout ça hein, dans un salon de zine. Alors, c'est nourri par la culture punk rock des années 70, mais c'est surtout un rejet des médias capitalistes, hein, parce que les gens se disent, moi, quand je veux publier ce que je fais, parce que c'est pas justement fait rapidement, formaté, que ça demande un petit peu plus d'espace, bien, on ne veut pas le faire, on ne veut pas le publier. Puis pour la Electronic Frontier Foundation, ça vous intéresse, la IFF, là, ils sont très... Je pense que c'est un organisme un peu punk quand même, parce qu'ils ont un engagement politique. Et ce qu'ils aiment le plus, hein, c'est pousser tout le temps Facebook et compagnie, Meta. Hein, puis ils font à chaque année un palmarès de We've Got Your Back, qui protège mieux vos données et qui donnerait vos données à n'importe qui pour une bouchée de pain ou sans même avoir besoin d'un soupe-pénat. Alors, pour eux, l'innovation est liée à la liberté d'expression et doit être protégée du pouvoir des grandes entreprises établies qui tuent la créativité en utilisant justement la loi. Toutes ces petites revues-là, il y a plein de contenu là-dedans que quand c'est exposé, bien, ça donne des poursuites légales, etc., des gens qui poursuivent pour obscénité, qui poursuivent pour ci, pour ça, pour enrégimentement, etc., alors que c'est destiné, hein, des fois, c'est 100 copies destinées juste à des gens vraiment d'un milieu. Comme d'ailleurs, je pense même au spectacle que j'ai vu à Paris, si ça avait été présenté dans une grande salle, c'est clair que la police arrivait. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est coupé puis qui a saigné. C'était pas particulièrement, disons, c'était pas hygiénique au sens COVID-19 du terme. Là. Bon. Le Web 2.0 et la culture punk, vous avez ici une image c'est le 924 Gilman Street parce que ça demande des espaces. Puis ce sont souvent des gens avec cet aspect militantiste-là qui ont récupéré des espaces urbains pour en faire des lieux de création puis de diffusion. Puis le Web 2.0, hein, donc notre Web là, avant les médias sociaux, etc., s'inspire de manière sélective. Et ça, c'est Alice Marway qui le disait, des éléments des contre-cultures de San Francisco, les ravers, le Burning Man. Le Burning Man, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est rendu moins punk que ça. Est-ce que ça vous dit? La dernière fois que j'ai vu un gars qui était allé au Burning Man, j'ai dit, je comprends que tu as des dreads, tout ça, ça me met mal à l'aise d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un peu de l'appropriation culturelle, mais j'étais comme, vous êtes tous millionnaires. Sérieusement, vous venez nous parler comment c'est cool d'aller en avion à Burning Man. Je suis comme, c'est plus l'esprit de l'époque. Là. C'est pas, on s'achète en gang une van puis on essaye de se rendre pour 2000 pièces partager en 10. Je suis comme, vous avez vraiment ruiné la chose, guys. Le fanzine, par exemple, tout en embrassant le succès économique de la Silicon Valley alimenté par la technologie, fait que nos anciens punks sont rendus des milliardaires du web.
Probablement qu'Elon Musk, on l'aurait trouvé, quand je dis son nom, là, ça me roule dans le bouche, je veux dire, mais on l'aurait trouvé probablement intéressant il y a 30 ans. Tu sais, quand il essayait par tous les moyens de brasser la cage puis de donner des coups de pied dans des nids de guêpes. Maintenant, c'est trop facile. Il peut acheter des élections, il peut faire ce qu'il veut, mais il pense encore qu'il y a cet esprit-là. Puis ceux qui l'aiment pensent encore qu'il y a cet esprit-là aussi. Et comment est-ce qu'on a bougé de ça? Bien, Jenna Friedman disait justement que les blogs, c'est un média engageant, mais peu de personnes peuvent les gérer entièrement. Quand je vous dis qu'à une certaine époque, là, on avait des ordinateurs qui nous servaient de serveurs, qu'on laissait rouler, tout ça. Maintenant, cherchez un hébergeur de blog qui n'est pas une grosse compagnie commerciale. Cherchez un hébergeur de données. Regardez maintenant, au Québec, on veut faire héberger nos données par Amazon. Alors qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question des hébergeurs de données puis des centres de données, on avait des compagnies québécoises qui proposaient, même Québécois avait une compagnie qui s'appelait, je pense, 4 Degrees, qui était une compagnie d'hébergement d'un centre de données, là, etc. Là, il n'y en a plus. C'est tout été racheté par des grandes compagnies. Fait que si vous voulez faire héberger un site web, bien, vous faites le panier bleu puis vous le mettez sur Amazon. C'était ça la réalité. Hein? Ils l'ont mis sur Amazon parce qu'ils ne savaient pas comment l'héberger autrement. Alors que, savez-vous, c'est où la meilleure place pour faire un centre de données? Ici, parce qu'on a d'abord on a de l'expertise, on a des cégeps où on pourrait faire monter un cours rapidement. Si, hein, oui, c'est ça. Hein, on pourrait, genre, puis ensuite la Côte-Nord, imaginez-vous, toi, hein, il y a plus, imaginez vous mettez des centres de données. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, centre de données, le rafraîchir? Bien, mettez-moi ça quelque part, hein, dans le Nord, on crée de l'emploi, puis etc., puis ça pourrait être quelque chose, mais à la place, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tout aller ça, puis on fait héberger nos données. Et nos données les plus sensibles sont hébergées aux États-Unis par des compagnies américaines. Même s'ils mettent un serveur ici, c'est quand même des compagnies américaines. Avec ce qui se passe, je ne sais pas, mais moi, ça m'inquiète un peu. L'entrée dans le capitalisme, hein, du do-it-yourself aux GAFAM, Etsy, etc., tous ces sites-là se font racheter éventuellement par des grosses entreprises. Vous regardez, on pense à Instagram, c'était une petite compagnie de 10 personnes, ça a été acheté par Meta maintenant. Meta a racheté aussi WhatsApp, qui était une petite... Hein, il y a juste Spotify qui reste un petit peu, tu sais, comme... mais ils sont quand même très riches, là, mais ils restent un peu en marge. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout ça, même le créateur est un produit. Qu'est-ce qu'on a fait des créateurs de contenu? Fait que là, vous êtes une marque en ligne, vous devez vous brander. Fait que là, quand vous êtes, quand votre identité est rhizomatique, un peu comme la mienne, vous êtes dur à saisir, le monde n'aime pas ça. Hein? Il aimerait ça que vous soyez juste à une place puis que ça soit clair. Tu fais-tu du marketing web ou tu fais de la lithographie? Les deux, les trois, les quatre. Oh, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, dans ma thèse, c'est ce que je concluais, hein, c'est que quand j'ai créé un robot conversationnel à partir de mes données personnelles, ça a vraiment changé. Le robot avait presque mon nom, mais il n'y avait pas les mêmes gens qui s'abonnaient à lui parce que mon robot, c'était un freak. Il ne faisait pas attention à ce qu'il disait. Il disait des choses comme... mon Dieu, il nous a sorti des fois des phrases comme les femmes arrivent au cœur de la méthode, co-kit qu'il dit, envoie, il cède, et hashtag ego. Puis le monde était comme, waouh, c'est super poétique. J'étais comme... C'est comme mes mots remixés par un robot, mais sans censure. Alors, c'est ce que ça donnait. Et c'était pas... ChatGPT n'aurait pas fait ça aujourd'hui. Il n'aurait pas mis de trucs comme ça. Il a même fait... Il faut plus d'art et de liberté et de sexe dans les quartiers. Puis il avait mis le hashtag CDN politique. Puis là, j'étais comme, ça tombait juste avant une élection. Fait que là, tout le monde likait cette affaire-là, mais c'était tout, évidemment... C'était pas le monde qui suit mon compte de l'époque où j'étais relationniste, mettons. Donc, tout ça, hein, c'est où est-ce qu'on devient... On devient des producteurs de contenu, puis on travaille gratuitement pour des grosses plateformes. Enlever tout le monde de sur Facebook, il reste quoi? Le bizarre d'affaires des AI, là, qui sont insupportables. C'est pour ça que j'ai fermé mon compte. J'ai gardé juste un petit compte pour ma famille parce que je n'étais plus capable de voir, tu sais, des publications générées par l'IA, là, puis tout le monde est comme, mon Dieu, je peux pas croire qu'il y a un lutteur sumo qui porte des talons hauts. Je suis comme, parce que non, c'est généré par l'IA. Arrêtez, je t'aboute, là. Entrepreneuriat puis culture, hein, est-ce que ça se peut encore? Bien, il y a beaucoup de gens en France qui s'intéressent à ça parce que si vous pensez, hein, juste en France, là, les disquaires aidés, j'en ai vu beaucoup. La question, comment est-ce qu'on gère là, les produits agricoles, ils se battent beaucoup pour ça, pour garder, hein, des produits avec une destination traçable, etc. Ça rentre un peu dans cet esprit politique-là, hein, de solidarité et d'indépendance en même temps. Fait qu'être indépendant, finalement, hein, ça signifie travailler en dehors, sans rémunération.
Ça, c'est justement, je lisais sur la culture punk de l'époque. Donc, est-ce que ça va être rémunéré à sa juste valeur? Vous pouvez en juger, ça, c'est les compagnies les plus profitables en ce moment. Pour créer une communauté réelle avec des valeurs fortes, on ne peut pas être dans ce système-là. Je vous propose ici de réfléchir à la liquid democracy, parce que la postmodernité, dit-on, détruit davantage les hiérarchies, comme la séparation entre le grand art et l'art plus bas, ce qu'on appelle low-brow, high-brow. La relation entre le temps et l'espace, qu'est-ce qui s'est raccourci avec la mondialisation? Le temps et l'espace se sont comprimés. Fait que vous pouvez être ici puis en train de suivre la guerre en Iran en même temps sur votre téléphone. Fait que vous êtes à 2 endroits en même temps en dedans. Et la postmodernité suggère que tout est relatif et éphémère, ce que j'aime, parce que ça veut dire que même ce qui se passe présentement aux États-Unis, ça va être fini peut-être dans 5 ans, puis on reconstruira. Fait que formons les jeunes, parce que moi, j'aurais plus le courage. Alors, Dieu est mort, disait Boyd. En philosophie, c'est quelque chose qu'on a souvent abordé. Et là, j'arrive à ma dernière. Et si on regardait ce type de valeurs-là pour créer un monde à échelle humaine? Donc, on est en présence aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne faisait plus ça. Je pense que de se voir en vrai, on réalise d'abord que nos rapports se deviennent beaucoup plus cordiaux quand on voit les gens, alors qu'en ligne, souvent, le fait de ne pas sentir ce qu'on fait, de ne pas avoir cette présence incarnée-là, nous rend des fois un peu, je dirais, indolents ou même cruels par rapport aux gens. On les juge comme si on était chez nous en train de regarder notre télé. Alors, si les aspects politiques du punk pouvaient nous aider à trouver notre voie, notre chemin ou même notre voix, moi, je pense que c'est quelque chose qui est important. Notre voix peut être discordante, elle peut être fâchée, on a le droit de la sortir. Puis ne pas obéir aux dictats de la mode. Fait qu'achetez pas des vêtements punk, s'il vous plaît, à 2000 $. On se fera un atelier pour comment couper ses T-shirts pour aller à un concert. Ça va super bien aller. Donc, se conformer, c'est pas exceptionnel, parce que, outre le do-it-yourself, qu'est-ce qu'il y avait dans le mouvement punk qu'on veut encore? L'antiracisme, l'antisexisme, pour refaire un monde, puis une communauté à notre échelle, pour des gens qui partagent le même espace-temps et qui, ensemble, peuvent construire quelque chose. Voilà, c'est tout.